Bonjour, aujourd'hui exercice 4 sur variables aléatoires et concentration. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo l'énoncé et le corrigé de cette vidéo en format PDF, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver des documents et un lien vers le site de l'APMEP pour y trouver des sujets de bac concernant ces notions qui sont nouvelles au programme de bac. Allez voir sur le site de la PMEP l'année 2024 où il y a un exercice notamment proposé par le ministère de l'Éducation nationale sur ce thème. Cet exercice, je l'ai conçu il y a quelques jours pour cette vidéo. En fait, nous allons nous intéresser à un voyageur qui doit aller de Paris à Marseille en passant par Lyon. Pour la petite histoire, si vous prenez le coin gauche de Paris, ici, tout en haut, juste à côté se trouve la ville en bord de mer, d'où je vous parle, au bord de la Manche. L'énoncé de cet exercice: un voyageur doit se rendre en voiture de Paris à Marseille en passant par Lyon. Il prend d'abord une première autoroute qui le mène de Paris à Lyon. La durée de trajet en minutes entre Paris et Lyon est une variable aléatoire grand X, d'espérance mathématique E de x égale 300 et d'écart type sigma de x égale 24. Il prend ensuite une deuxième autoroute qui le mène de Lyon à Marseille. La durée de trajet en minutes entre Lyon et Marseille est une variable aléatoire grand Y, d'espérance mathématique E de y égale 210 et d'écart type sigma de y égale 18. On considère que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes. Alors avant d'aller voir les questions, je voudrais vous expliquer comment j'ai fabriqué l'exercice. Alors pourquoi j'ai pris une durée en minutes? C'est pour avoir une unité relativement simple. 300 minutes ici, la moyenne de durée de trajet en minutes entre Paris et Lyon. Alors, je suis allé chercher des données sur le net, évidemment. En fait, c'était 270 minutes qui étaient écrites. Mais comme je suis un conducteur prudent, j'ai ajouté une demi-heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les péages, qu'il est prudent de s'arrêter pour prendre des pauses. Bon, pour l'écart type, c'est moi qui ai pris cette valeur-là. Un petit peu au hasard, enfin, pas tout à fait. Donc, entre Lyon et Marseille, normalement, c'est 180 minutes, la durée de trajet moyenne. Selon le net, c'est-à-dire 3 heures, j'ai ajouté aussi une demi-heure. Et j'ai choisi un écart type de 18, qui est inférieur à celui-là, puisque 210 est inférieur à 300. Alors, dans l'ancien programme de terminale, il y avait une loi qui pouvait modéliser ce genre de situation. Je vais vous la montrer quand même à l'aide d'un logiciel. En fait, c'est une loi continue de probabilité, ça n'est plus au programme. Ça l'est quand même en terminale enseignement complémentaire, même si la loi que je vais vous montrer n'est pas au programme de terminale enseignement complémentaire. Si vous continuez des études de mathématiques, vous allez rencontrer automatiquement cette loi. Pour ceux qui ont déjà regardé des vidéos que j'ai faites, ils ont entendu parler d'un logiciel qui s'appelle PYQRS, écrit ici tout en haut à gauche. C'est un logiciel qui permet d'obtenir des lois de probabilité assez rapidement. Bon, il est en langue anglaise, mais ça ne va pas poser de problème a priori. Alors justement, sur la page de gauche, vous devez voir distribution, et vous voyez normal, avec mu c'est la moyenne de la loi, et sigma l'écart type. Alors nous allons choisir
par exemple, pour le trajet entre Paris et Lyon, il me semble me rappeler que c'était 300, avec un écart type de 24. Nombre de décimales, bon, les valeurs de... Je vais prendre 0 décimales, on va travailler à la minute. Et puis les probabilités, par exemple 4 décimales pour avoir suffisamment. Dans le petit bandeau de droite, vous avez en fait ici la deuxième icône qui va nous permettre de voir arriver, voilà, une certaine courbe. Alors la courbe que vous voyez, ce qui est que j'essaye de vous montrer à l'aide de la souris, elle a un nom, s'appelle la courbe en cloche de Carl Friedrich Gauss, le grand mathématicien allemand. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous entendez parler d'un mathématicien, d'aller voir sur le net ce qu'on dit sur ce mathématicien. C'est ce que je disais souvent à mes élèves. Un peu de culture, ça ne fait pas de mal. Alors, par exemple, j'avais donc dit ici moyenne 300. Alors, comment est-ce que les calculs de probabilité se font? En fait, l'air sous la courbe est égal à 1. Alors, la probabilité, par exemple, d'obtenir exactement 300 minutes comme durée de trajet, en fait, elle est nulle. Donc, nous allons regarder, par exemple, 300 moins 24, est-ce qu'il va vouloir le faire? Voilà, 276. C'est-à-dire qu'à la moyenne, ici, j'ai enlevé l'écart type, et puis 300 plus 24. Voilà, j'ai ajouté l'écart type, et puis on voit que la probabilité d'être entre la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type est environ égale à 0,68. Il y a 68% de chance pour que la durée de trajet en minutes entre Paris et Lyon soit comprise entre 276 et 324. La probabilité pour que la durée de trajet soit inférieure à 276 minutes, elle est de environ 16%, symbolisée par l'air colorié en rouge. La probabilité que la durée de trajet soit supérieure à 324 est aussi d'environ 16%, symbolisée par l'air qui est colorié en bleu. Voilà. Alors, si on s'intéresse maintenant au trajet entre Lyon et Marseille, il va falloir que je change évidemment la moyenne et l'écart type. Donc, je reviens dans le petit bandeau vertical qui est situé à droite. Je reviens dans ce qu'ils appellent la spécification. Donc, ici, on va mettre 210 comme moyenne, espérance mathématique de grand Y, et ici l'écart type c'est 18. Et puis on va retourner voilà, au niveau de la courbe. Donc si par exemple ici je m'intéresse à nouveau à la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type, à nouveau il y a 68% de chances que la durée de trajet en minutes entre Lyon et Marseille soit comprise entre la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type. Bon, bien évidemment, on peut s'intéresser à d'autres événements. Probabilité d'être entre 200 et 220, par exemple. Ben voilà, vous auriez une probabilité de 42% environ que la durée de trajet soit comprise entre 200 minutes et 220 minutes. Autre exemple, par exemple, entre 180 et puis 210, qui est la moyenne. Voilà, la probabilité que la durée de trajet soit comprise entre 3h et 3h30 est de 45%. Revenons à notre exercice. Grand S est la variable aléatoire donnant la durée de trajet en minutes entre Paris et Marseille.
Question A, exprimer grand S en fonction de grand X et grand Y. Petit b, calculer l'espérance mathématique de grand S, noté E de S. Petit c, calculer l'écart type de S, noté sigma de S. Question 2, déterminer un mineurant de la probabilité que grand S soit comprise entre 470 et 550. Partie B. Question 1. Le voyageur doit effectuer 50 voyages de Paris à Marseille. On considère l'échantillon S1, S2, S50 de moyenne M50, où les variables aléatoires SI pour I entier compris entre 1 et 50 sont indépendantes et suivent la même loi que S. Petit a, calculer l'espérance mathématique de grand M50 noté E de grand M50. Calculer la variance de M de 50 noté V de M de 50. Petit b, justifier que la probabilité que M de 50 soit strictement comprise entre 500 et 520 est supérieure ou égale à 0,82. Question 2, le voyageur doit effectuer N voyages de Paris à Marseille. On considère l'échantillon S1, S2, Sn de moyenne Mn, où les variables aléatoires ici pour I entier compris entre 1 et N sont indépendantes et suivent la même loi que S. Petit a, déterminer un mineurant de la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 500 et 520. Question B. À partir de quelle valeur de petit n peut-on affirmer que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 500 et 520 est supérieure ou égale à 0,95. Correction. Partie A. Question 1A. Exprimer grand S en fonction de grand X et grand Y. Donc on rappelle que grand S, c'est la variable aléatoire donnant la durée de trajet en minutes entre Paris et Marseille. Grand X, c'est entre Paris et Lyon. Grand Y, c'est entre Lyon et Marseille. Donc on peut dire tout de suite que grand S, c'est grand X plus grand Y. Question 1B. Calculer l'espérance mathématique de S, notée E de S. Maintenant qu'on sait que grand S c'est grand X plus grand Y, on peut dire que E de S égale E de X plus Y. D'après le cours, E de S égale E de X plus E de Y. Donc E de S égale 300 plus 210. Donc E de S est égal à 510. Question 1C. Calculer l'écart type de grand S, noté sigma de S. Ici, il y a un rebond. V de S est donc égal à V de X plus Y, puisque S égale X plus Y. Et on nous dit dans le texte que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes. Et donc, d'après le cours, on peut affirmer que V de S, c'est V de X plus V de Y. Alors, dans le texte, on nous donne les écarts types, donc on va utiliser évidemment ce qu'on sait, le lien entre variance et écart type, c'est que la variance de x, c'est l'écart type de x au carré, et la variance de y, c'est l'écart type de y au carré. Donc on prend 24 au carré plus 18 au carré, on effectue un calcul, on obtient 900. Et pour obtenir 900 pour la variance de S, pour obtenir l'écart type de S, on doit prendre la racine carrée de 900, évidemment, ça donne 30. Voilà pourquoi j'ai pris 24 et 18, parce que je voulais que l'écart type soit suffisamment simple pour S. Question 2, déterminer un mineurant de la probabilité que grand S soit strictement comprise entre 470 et 550. Alors, dans l'énoncé que j'avais créé au départ, je disais qu'il fallait utiliser l'inégalité de bien-aimé Tchebyshev. Je me suis aperçu que dans l'exercice proposé par le ministère de l'Éducation nationale, c'était pas forcément indiqué, donc je ne l'ai pas indiqué. Bon, on ne connaît pas la loi de S, a priori, donc on ne sait pas trop comment on pourrait faire pour trouver
La probabilité de grand S strictement comprise entre 470 et 550. Donc, il faut essayer de penser à l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev ou à une inégalité de concentration. Alors, pour ceux qui ont vu déjà des précédentes vidéos, en fait, ce qui est important, c'est de voir que l'intervalle 470-550 a pour centre 510. Pour calculer le centre, on fait la somme des deux bornes, on divise par 2. Et puis le rayon de l'intervalle, eh bien on prend la borne la plus grande, 550, moins la borne la plus petite, 470, on divise par 2, on obtient 40. Il y a d'autres façons de faire aussi. On pourrait dire on prend 550 moins 510 qui donne 40, ou bien 510 moins 470 qui donne 40. Alors je donne un petit schéma pour visualiser cette situation entre 470 et 550. Le centre 510. Bon, j'ai mis un petit peu en dessous pour qu'on voit mieux évidemment l'écart entre 510 et 470. Ici, je l'ai mis au-dessus, l'écart entre 550 et 510, 40. Et en fait, d'après le cours sur la valeur absolue, on pourrait affirmer que grand S est strictement comprise entre 470 et 550. On pourrait dire tout de suite que c'est valeur absolue de S moins 510, strictement inférieure à 40. Bon, je vais quand même faire un petit calcul en dessous pour le retrouver. La probabilité que grand S soit strictement comprise entre 470 et 550. Alors l'astuce, c'est d'enlever 510 aux trois membres là, des inégalités. 470, on va lui enlever 510. À grand S, on va aussi lui enlever 510. À 550, on va aussi lui enlever 510. C'est ce que j'ai effectué ici. Sauf que au milieu, au lieu de mettre S moins 510, ici j'ai mis S moins E de S, puisque quand nous allons utiliser l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, c'est plutôt comme ça que c'est énoncé dans votre cours. On va voir. On effectue le calcul, ça donne la probabilité que S moins E de S soit strictement comprise entre moins 40 et 40. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un nombre est strictement compris entre deux nombres opposés, c'est que sa valeur absolue est plus petite évidemment que le nombre positif que nous avions ici, c'est-à-dire 40. Voilà, donc en fait, on pourrait presque écrire cette égalité directement. Bon. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est parce que cet événement-là, valeur absolue de S moins E de S strictement plus petit que 40, a pour événement contraire valeur absolue de S moins E de S supérieur ou égal à 40, et la probabilité de cet événement, on sait qu'on peut la majorer par V de S sur 40 au carré, puisqu'il y avait 40 ici, d'après l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. À propos de Bien-Aimé, Irénée Jules, de son prénom, c'est lui qui a énoncé cette propriété, et c'est le mathématicien russe Chebyshev qui l'a démontré ensuite. Nous allons utiliser la ruse de l'événement contraire. Donc l'événement contraire de valeur absolue de S moins E de S supérieur ou égal à 40 est valeur absolue de S moins E de S strictement inférieure à 40, et c'est celui qui nous intéresse. Donc bien évidemment, la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. V de S vaut 900, nous l'avons vu, et puis 40 au carré, 1600. Ensuite, il s'agit de transposer, par exemple, 900 divisé par 1600 qui va se simplifier en 9/16e, on va le transposer à gauche. Et puis, moins probabilité de l'événement qui nous intéresse, on va le transposer à droite. Bon, j'ai effectué deux manipulations. Vous pouvez le faire en plusieurs lignes.
On calcule 1 moins 9 16e, 16 16e moins 9 16e va donner 7 16e, inférieur ou égal à la probabilité qui nous intéresse. Et puis ici, 7 16e, on va dire que c'est inférieur ou égal à la probabilité que grand S soit strictement comprise entre 470 et 550. C'est le même événement que valeur absolue de S moins U de S, strictement inférieur à 40, nous l'avons vu dès le départ. Donc on peut affirmer qu'un minorant de la probabilité que grand S soit strictement comprise entre 470 et 550 est 7 16e. Alors évidemment, ce serait bien de calculer une valeur approchée de 7 16e. C'est un petit peu moins que 8 16e qui est 50%. Je viens de prendre la calculatrice. En fait, 7 divisé par 16, c'est 0,4375. Voilà. Revenons avec le logiciel PYQRS. En fait, la moyenne de grand S est 510, son écart type c'est 30. Alors, si on avait modélisé grand X par une loi normale, grand Y par une loi normale, il y a un théorème du supérieur qui dit que grand X plus grand Y va suivre aussi une loi normale, ce qui n'est pas facile à démontrer d'ailleurs. Et cette loi normale a évidemment pour moyenne 510 ici et écart type 30. Je vais prendre 0 décimal. Donc voici la courbe en cloche de Carl Friedrich Gauss qui est dessinée. Et nous, on s'intéresse à l'événement 470 d'un côté et 550 de l'autre. Voilà, donc avec cette loi normale, la probabilité que grand S soit strictement comprise entre 470 et 550 est de environ 0,82, ce qui est bien supérieur à ce que nous avions trouvé, c'est-à-dire 7 16e. Voilà. Première cerise sur le gâteau, vous devriez voir un écran avec le logiciel GeoGebra. Dans le premier graphique, donc Paris, Lyon, Marseille, alors ici j'ai tenu compte des distances, en fait, que j'ai trouvé évidemment sur le net. Donc si je regarde dans la fenêtre algèbre, que je regarde les coordonnées des points que j'ai placés, voilà, je pense qu'il y a 466 km entre Paris et Lyon, et puis il doit rester à peu près 300 km entre Lyon et Marseille. Bon, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Dans le graphique 2, en fait, ce que je vais essayer de vous faire voir, c'est, bon, j'ai tracé les droites d'équation y égale 470, y égale 550. Ce nombre que vous voyez, petit f, de l'événement qui nous intéresse, ça sera une fréquence expérimentale de l'événement. En fait, j'ai simulé la loi de X à l'aide d'une loi normale, loi de Y à l'aide d'une loi normale, ce que je vous ai fait voir avec le logiciel PYQRS. On va faire une première simulation. Là, voilà. Donc, en fait, si on regarde dans la zone graphique, la durée entre Paris et Lyon est d'environ 285, entre Lyon et Marseille pour grand Y environ 216, et donc en fait la durée totale du trajet qui est en haut c'est environ 501. Alors l'idée que j'ai eue c'est de fabriquer des petits rectangles pour qu'on voit les durées grâce aux aires. Voilà, et comme pour créer ces rectangles, et bien en fait la distance Paris-Lyon je la connais, et puis je veux la durée, donc en fait j'ai la deuxième dimension du rectangle bleu que vous voyez ici, en fait, pour obtenir la durée, j'ai fait la durée divisée par la distance, et la durée divisée par la distance, c'est l'inverse de la vitesse moyenne,
Ce qui fait que si on compare les deux rectangles qui correspondent à grand X et grand Y, et bien ici, la vitesse moyenne entre Lyon et Marseille, elle est plus grande que celle entre Paris et Lyon, ce qui fait que le conducteur a été plus vite entre Paris et Lyon qu'entre Lyon et Marseille. Évidemment, ça peut évoluer. Donc là, c'est encore entre Paris et Lyon que la vitesse a été plus grande. Ah, là, c'est presque la même chose. Ah, là, le conducteur a été plus vite entre Lyon et Marseille. Revenons un petit peu à ce que je voudrais qu'on voit. Alors, je vais rafraîchir l'affichage pour que le graphique 2, il n'y ait plus les points qui sont pour l'instant coloriés. Et donc, pour chaque durée, je vais, pour chaque durée, ici S égale 501, et ben, je vais placer dans le graphique 2 un point de coordonnées, bah ici k égale 1, et ici, vous voyez ce point que j'ai appelé P1, 501 environ. Pour k égale 2, voilà, le point s'est placé un peu à côté, et 518, c'est un peu au-dessus, et ainsi de suite. Alors, je me suis arrangé pour colorier en bleu les points du nuage qui vont être dans ce que je vais appeler le rail 470-550, hein, dans ce tuyau, dans ce tube, on dit aussi. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais animer. Au passage, ici, évidemment, la fréquence est le vaut 1, parce que les deux points qu'on a obtenus sont dans le rail. Mais bon, on sait qu'il faut un grand nombre de simulations pour que la fréquence ait un intérêt. On anime. Donc on voit bien qu'il y a quand même des points bleus, et puis les points qui ne sont pas situés dans le tuyau, ben, je les ai coloriés en rouge, et puis j'ai effectué que 400 simulations. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Et là, ensuite, on compte le nombre de billes bleues divisé par le nombre total de billes, et on obtient une fréquence expérimentale de 0,845, bon, qui est bien plus grande que cette 16e que nous avons trouvée comme minorant, et qui est assez proche de ce qu'on a vu évidemment avec la loi normale, puisque c'est la loi que j'ai utilisée ici pour simuler. Alors on peut recommencer. Grosso modo, il suffit d'appuyer sur F9 et nous allons voir que ici il faut regarder plutôt la fréquence expérimentale, et avec F9 on voit qu'elle évolue, mais elle est toujours assez proche de 0,80, on va dire. Parfois en dessous, parfois au-dessus. Voilà. Alors on pourra augmenter aussi le nombre de simulations. Alors, je vais voir si je peux le faire sans avoir trop de choses à modifier. Alors voilà, le nombre n dans la fenêtre algèbre, je vais le modifier. Au lieu de 400, je vais mettre 1600. J'espère que ça va passer. Vous voyez, le graphique, c'est un peu évolué. Allez, pour le plaisir des yeux, on va animer, si c'est possible. Visiblement, le logiciel a besoin de travailler. Voilà, donc on obtient à nouveau une fréquence expérimentale proche de 0,80. Alors là, il y a des points qui ne seront pas tracés parce que ça va trop vite, quoi. À l'écran, vous devriez voir un script Python. Alors en fait, je vais quand même vous le montrer pour ceux qui feront des mathématiques dans le supérieur. Bon, j'importe cette fameuse bibliothèque Pylab qui comporte beaucoup de fonctions mathématiques, les fonctions, et puis aussi la possibilité d'effectuer des graphiques. En fait, c'est assez simple de simuler une loi normale sur Python.
J'ai appelé petit x, en fait, la durée de trajet entre Paris et Lyon. Il suffit d'écrire normal, d'écrire la moyenne et l'écart type. Pour petit y, même chose. Et pour avoir évidemment la durée totale du trajet, petit s, x plus y, on renvoie à s et on a une valeur simulée de la durée de trajet entre Paris et Marseille. Mais je rappelle que j'ai utilisé des lois normales. Ensuite, la fréquence expérimentale, je ne vais pas trop détailler ce script parce qu'il y a un certain nombre d'instructions. Mais en fait, il va faire exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais l'exécuter. Un graphique devrait apparaître. Alors, nous allons avoir, a priori ici, je pense, le graphique de fin. Non, en fait, voilà, j'ai mis une petite pause à un endroit pour que les valeurs simulées apparaissent. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai proposé tout à l'heure sur le logiciel GeoGebra. Alors, le choix de travailler entre 420 et 600, il est un peu dangereux puisqu'ici, vous voyez, il y a un point qui arrive ici. Donc, on pourrait se dire peut-être que la durée de trajet pourrait être supérieure à 600. Bon, 420, ça a l'air d'aller au niveau des durées minimales. Durée maximale, vous voyez, j'aurais pu prendre un peu plus que 600 quand même. Bon, mais même si on ne voit pas les points apparaître sur le graphique, le script va quand même nous calculer la fréquence expérimentale que grand S soit strictement comprise entre 470 et 550. Donc on arrive quasiment au bout du bout. Voilà. Et dans la console Python, la fréquence expérimentale ici, elle est de 0,825, toujours proche de 0,80. Et ici, en fait, c'est 7/16e. Ça permet de vérifier que la fréquence expérimentale est bien supérieure à 7/16e que nous avions obtenu grâce à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Une autre cerise sur le gâteau, en fait, c'est un autre script Python qui est quasiment, qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous faire voir, sauf que au fur et à mesure que nous allons simuler, voilà, ce que vous voyez arriver à l'écran, les points qui arrivent, ce sont les fréquences expérimentales de l'événement qui nous intéresse. Alors évidemment, les fréquences expérimentales évoluent. D'ailleurs, au départ, on a dû commencer par une fréquence de 1, on est descendu, on remonte, on descend, on remonte, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et puis ici, ce que j'ai fait apparaître, c'est la droite d'équation y égale 7/16e. Je rappelle, c'est 7/16e, c'est 0,4375. On est bien au-dessus de 0,4. Et puis là, c'est à peu près évident qu'on constate que la fréquence expérimentale de l'événement qui nous intéresse est supérieure à 7/16e pour un nombre de simulations assez grand. Finit par se stabiliser quasiment cette fréquence expérimentale, donc elle ne doit pas être très très loin de la probabilité de l'événement qui nous intéresse. Et dans la console ici, toujours une fréquence expérimentale autour de 0,80, qui est bien supérieure à 7/16e. Revenons à l'exercice et en particulier à la partie B. Question 1A, calculer l'espérance mathématique de M de 50, notez E de M de 50, calculer la variance de M de 50, notez V de M de 50. Alors je sais que dans la vidéo précédente, j'avais peut-être pas assez rappelé, donc je l'ai rajouté dans le texte. M50 est la moyenne de l'échantillon S1, S2, S50, où les variables aléatoires ici sont indépendantes et suivent la même loi que S.
Alors, d'après le cours, on sait que E de M de 50 est égal à E de S, en fait, 510. Toujours d'après le cours, la variance de M de 50, c'est la variance de S, mais qu'on divise par 50, parce qu'il y a 50 variables aléatoires. Et on trouve donc que la variance de M de 50, c'est 900 divisé par 50, c'est-à-dire 18. Question 1b, justifier que la probabilité que M de 50 soit entre 520 et 500 et 520 strictement est supérieure ou égale à 0,82. Donc je rappelle qu'il est utile de connaître le centre de l'intervalle 500-520 qui sera 510 et puis le rayon qui est de 10. Ici, je ne vais pas insister, ça ressemble au calcul qu'on a fait tout à l'heure. En fait, on peut presque dire tout de suite que la probabilité que M de 50 soit strictement comprise entre 500 et 520, c'est la probabilité que valeur absolue de M de 50 moins E de M de 50 soit strictement inférieure à 10. Et on va s'intéresser à l'événement contraire, parce que la probabilité que la valeur absolue de M de 50 moins E de M de 50 est supérieure ou égale à 10, eh bien, d'après l'inégalité de concentration, on peut aussi aller chercher l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, mais bon, j'ai voulu varier les plaisirs. Et cette probabilité est inférieure ou égale à la variance de S divisée par 50, puisque il y a 50 variables aléatoires en jeu dans l'échantillon, multiplié par 10 au carré, parce que le 10, on le récupère d'ici, bien sûr. Alors, quand on calcule V de S 900 divisé par 50 fois 105 000, on va trouver 18%, ou 0,18 si vous préférez. Alors, toujours la même tactique, on utilise la ruse de l'événement contraire. On transpose et on finit par atteindre ce qu'on voulait, c'est-à-dire que la probabilité que M de 50 soit strictement comprise entre 500 et 520 est supérieure ou égale à 0,82. Question 2a, déterminer un minorant de la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 500 et 520. Alors ici, Mn, c'est la moyenne de l'échantillon S1, S2, Sn, où les variables aléatoires ici sont indépendantes et suivent la même loi que S. Donc en fait, nous avons pratiquement fait le travail tout à l'heure, la probabilité que Mn soit entre 500 et 520 strictement, c'est la probabilité que la valeur absolue de Mn moins E de Mn soit strictement inférieure à 10. C'est analogue à ce qu'on a fait à la question précédente. Alors, toujours d'après l'inégalité de concentration, mais on pourrait aussi utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, la probabilité que valeur absolue de Mn moins E de Mn est supérieure ou égale à 10 est inférieure ou égale à V de S. Alors ici, on divise par N, puisqu'on travaille avec Mn, multiplié par 10 au carré. Donc on obtient, grâce à la ruse de l'événement contraire, cette inégalité. 1 moins la probabilité de l'événement qui nous intéresse est inférieure ou égale à 900 divisé par 100n, puisque V de S c'est 900. Évidemment, ça va se simplifier en 9 sur n. Donc on va transposer ce nombre à gauche et transposer moins probabilité de l'événement qui nous intéresse à droite. Voilà, on va donc obtenir cette inégalité. Et comme cet événement qui nous intéresse ici, c'est aussi l'événement Mn est strictement comprise entre 500 et 520, nous allons pouvoir conclure qu'un minorant de la probabilité que Mn soit entre 500 et 520 strictement est égal à 1 moins 9 divisé par n. Si on remplace n par 50, on devrait retrouver le résultat de tout à l'heure. 1 moins 9 divisé par 50, 1 moins 18 divisé par 100, oui, on retrouve 0,82 qu'on avait trouvé à une question précédente.
Question 2b. À partir de quelle valeur de n peut-on affirmer que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 500 et 520 est supérieure ou égale à 0,95? Tout à l'heure, pour n égale 50, on avait trouvé un minorant qui était 0,82, donc 50, ça ne suffit pas. On se doute qu'on va obtenir une valeur de n supérieure à 50. Allons-y, comment on peut trouver que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 500 et 520 soit supérieure ou égale à 95%, puisque nous avions déjà un minorant de cette probabilité qui était 1 moins 9 sur n, ça on en est sûr, il suffit que 1 moins 9 sur n soit supérieur ou égal à 0,95. Grâce à cette inégalité, nous allons chercher une valeur de n. Alors, on aurait pu travailler par équivalence ici. Je préfère utiliser la condition suffisante, peu importe. Alors, 1 moins 0,95 va nous donner 0,05. En fait, j'ai transposé, mais il faut faire un petit peu attention au sens des inégalités. Ici, il ne bougera pas. Dans la précédente vidéo, je t'ai passé à l'inverse. Là, je vais faire un petit peu autrement pour varier les plaisirs. J'ai multiplié par n. Et comme n est un entier positif, en tout cas un nombre positif, on ne change pas le sens des inégalités. Et puis ensuite, il suffit de diviser par 0,05. On ne change pas le sens des inégalités. Divisé par 5 centièmes, ça revient à multiplier par son inverse 100 sur 5, c'est-à-dire 20. Et 9 fois 20 fait bien 180. Donc nous allons pouvoir affirmer que la probabilité que Mn est strictement comprise entre 500 et 520 est supérieure ou égale à 95% à partir de n égale 180. Voilà, la correction de cet exercice 4 est terminée pour moi. J'aurais pu aussi vous montrer des simulations de la loi de M de 50 par exemple, et je l'ai fait dans la vidéo précédente, dans l'exercice 3. Je ne vais pas abuser, même si ça m'amuse beaucoup d'effectuer des simulations d'expériences aléatoires. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire constructif si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, éventuellement. Au revoir.